toutes et à tous et bienvenue dans First View, une émission Meeted réalisée en partenariat avec l'IAB France. Alors aujourd'hui c'est une configuration un peu particulière puisqu'on est à Cannes au Festival de la Pub. Cannes c'est historiquement un festival de la pub qui est consacré vraiment à la créativité mais qui est de plus en plus à tech comme on va le voir aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir 4 interlocuteurs de choix pour commenter un peu les tendances et les enjeux de notre secteur aujourd'hui au regard de ce qui s'est passé à Cannes. Arthur Millet de l'IAB France, bonjour Arthur. Bonjour. Julien Gardès de Triple Lift. Bonjour. Pierre Calmar de Dentsu et Xavier Lançon de Renault. Bonjour. Bonjour Xavier. On va commencer par vous. Alors, donc, le festival Renault avec le format présentiel, l'année dernière on était en hybride. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé après cette petite pause physique ? Bon alors déjà ce qui n'a pas changé c'est qu'il y a toujours autant de monde, toujours autant de rencontres et d'événements. Mais par contre le sentiment que j'ai, ce qui a changé c'est que cette année j'ai vraiment le sentiment que les gens prennent plaisir à se retrouver. Pour certains ne sont pas vus depuis longtemps finalement avec le Covid. Et j'en témoigne personnellement, très heureux de retrouver Arthur, Julien, Pierre aujourd'hui. Donc voilà, c'est le sentiment que j'ai, les gens sont heureux d'être ici, de se retrouver. Pierre, vous me disiez, alors je ne sais pas si c'est un secret, mais c'est quand même déjà votre 10e édition. Est-ce que justement les choses ont repris leur cours normal ou vous voyez quand même des mouvements ? Moi je vois une petite évolution que je trouve assez sympa en fait. C'est que moi j'ai vu le festival évoluer vers beaucoup plus d'adtech. Ouais. Et notamment sur la fin, il y avait, à la limite, on parlait même moins de créativité. Et je trouve que cette année, il y a un petit retour de la créativité. Je pense qu'il y a un bon équilibre entre créativité et technologie. Et finalement, c'est un bon reflet du monde actuel. Et je trouve ça plutôt rassurant. Et c'est quand même un festival aussi qui est devenu très américain. J'ai l'impression on voit de moins en moins de Français. C'est surtout très international, effectivement. Et je crois que c'est bien pour la France. Faisons un peu cocorico. La France reste comme un énorme pays de créativité. Hein. On a des grands créateurs publicitaires. Je rappelle que Gilbert Grosz, qui a créé Cara, était français. Maurice Lévy, pour citer l'un de mes concurrents préférés. Voilà, on a vraiment de grandes personnalités. Et le monde entier nous l'envie finalement. Et Cannes, c'est le centre de la pub, de la tech finalement. Et c'est une bonne chose. Alors ce qui a changé aussi, c'est peut-être le contexte. On a un peu parlé hier des prévisions qui ont été revues à la baisse chez Magna et Zenith. Donc on est quand même toujours à 8% de croissance. Mais il y a Barclays aussi qui a mis un warning sur ses prévisions en disant attention, le S2 peut être plus compliqué parce qu'il y a l'inflation, la guerre en Ukraine, les problématiques d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes aussi un peu dans l'expectative ? Est-ce que vous êtes optimiste sur 2022 ? Alors, l'état des lieux, il est assez clair et très paradoxal. Nous, comme les autres, on estime que la croissance sera certainement un peu moindre qu'escomptée. Moi, je pense qu'on sera plutôt aux alentours entre 5 et 7% sur le marché publicitaire cette année. Mais il y a un paradoxe, c'est que la France, pendant les grandes crises, a toujours coupé ses budgets publicitaires largement avant les autres pays et de façon beaucoup plus forte. Or, ce phénomène, pour l'instant, ne se produit pas. C'est assez étonnant. Mais ça s'explique à mon avis. Alors pour moi, ça s'explique par deux éléments en fait. Le premier élément, c'est que je pense que les annonceurs apprennent. En 2008, en 2020, il y a eu des très grosses coupes et les marques qui ont le plus coupé ont souffert ensuite à la reprise. Donc je pense qu'il y a un phénomène d'apprentissage qui fait qu'aujourd'hui on hésite à couper parce que évidemment quand on n'entretient pas la communication avec ses consommateurs, avec le grand public, je pense qu'après on le paye au moment de la reprise. Donc ça c'est déjà un élément que les annonceurs français à mon avis ont quand même bien percuté. Et il y a un deuxième élément que la Barclays à mon avis ne voit pas, mais c'est normal, c'est pas leur métier, en tout cas sur cette partie-là, c'est que certes, quand vous prenez, je vais prendre un secteur, prenons la grande distribution. La grande distribution, ils vont regarder les investissements du top 10 de la grande distribution, ils vont voir que tout le monde baisse ses budgets. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui n'étaient pas là avant. Ouais. Dans beaucoup de pays en Europe, Amazon est devenu aujourd'hui le premier budget publicitaire devant les distributeurs traditionnels. Mais il y a aussi des concurrents d'Amazon un peu dans tous les pays. Donc, en fait, il y a de nouveaux acteurs qui font qu'au final, même si chacun donne l'impression de réduire ses budgets, il y a plus d'annonceurs. C'est notamment vrai en télévision. On voit une inflation du média, malgré le fait que l'impression générale est que les grandes marques ont tendance à réduire un petit peu leur budget. Julien, est-ce que sur l'activité Triple Lift, ce qu'explique Pierre, vous voyez que les annonceurs pour l'instant ne coupent pas et que finalement c'est business as usual ? Non, je ne suis pas très confortable à faire des grandes généralités, à dire est-ce que ça va bien, moins bien, etc. Je pense que c'est très sectoriel, c'est très personnalisé. Il y a des secteurs qui ont été beaucoup plus impactés. On va dire toutes les industries qui ont vraiment des mécaniques de supply chain ont été, pas des mécaniques, mais qui ont des contraintes de supply chain importantes, c'est vrai, ont été plus impactées. Par contre, à contrario, tout ce qui est travel marche divinement bien. On a vu des campagnes absolument extraordinaires ces derniers temps, des campagnes internationales. Donc vraiment, je pense qu'on a aussi un phénomène de rattrapage. On a une capacité aussi à avoir des taux de rebond dans le sens de s'adapter à des événements. On l'a vu il y a 2 ans, globalement. On a eu une période difficile, Pierre vient de l'expliquer, qui a duré 6 semaines à peu près, 6 semaines, 2 mois maximum, où après on s'est vite aperçu qu'il y avait un besoin d'aller récupérer ce qui avait été perdu pendant 2 mois. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet. Je pense qu'on doit aussi
s'adapter petit à petit. C'est vrai qu'on n'a pas une visibilité extraordinaire sur la fin de l'année. Maintenant, d'un autre côté, nous, notre métier, c'est de continuer à accompagner les éditeurs dans leur capacité à monétiser au mieux leurs inventaires. On a plein d'autres enjeux, plein d'autres challenges. On s'adapte en fonction des tenants et des aboutissants. C'est vrai qu'on a un contexte en ce moment qui est compliqué. Mais bon, voilà, on le voit, ça a été dit, Xavier l'a dit, tout le monde est là. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de plaisir à se retrouver. On ne sent pas énormément ce côté anxiogène dont on parle à longueur de journée. Donc je reste modérément optimiste et en tout cas surtout très pragmatique. Un des gros enjeux peut-être que vous évoquez, c'est celui de la mesure de l'impact carbone. C'est vrai que le marché de la pub est assez gourmand là-dessus. Il y a eu un activiste de Greenpeace qui a fait irruption hier à la cérémonie d'ouverture, enfin lundi, pardon, No Words on a Dead Planet. Je me demandais, Arthur, si vous avez l'impression que le marché a pris conscience finalement de l'urgence climatique et s'il commence à structurer pour essayer justement de réduire, mesurer dans un premier temps peut-être et ensuite réduire son empreinte carbone. Alors oui, j'ai l'impression qu'en tout cas en France, on est assez en pointe sur le sujet. Alors peut-être grâce ou à cause de la loi climat. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça devient un enjeu extrêmement important. Et ça vient même un enjeu, je pense, de standardisation et d'harmonisation de notre marché. Je m'explique, mais globalement, comme vous le voyez, il y a beaucoup de structures qui se montent pour calculer l'impact carbone des campagnes publicitaires. Je rappelle qu'une campagne publicitaire, c'est le scope 3 d'une entreprise. Donc demain, ça va devenir très important pour les marques de bien vérifier que ce qu'elles font au niveau de leur scope 3 ne consomme pas trop de carbone. Et un des enjeux pour notre marché, c'est d'harmoniser justement tout ça à travers des référentiels communs par média. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire à l'IAB avec le SRI, d'essayer d'avoir comme ça une harmonisation, que tout le monde puisse mesurer la même chose, peu importe l'outil que je vais utiliser. Mais c'est harmoniser quel type de KPI par exemple ? Alors, d'abord, c'est un référentiel, c'est qu'est-ce qu'on mesure pas. C'est déjà ça. Et puis ensuite, dans ce qu'on va mesurer, par exemple, si on doit mesurer la part de CPU d'un iPhone ou d'un device téléphone, qu'est-ce que je vais prendre comme base de données ? Donc il faut qu'on se mette tous d'accord sur ces bases de données. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs du marché pour qu'à la fin, l'annonceur puisse se retrouver avec une mesure qui soit vraiment... il sait que peu importe l'outil qui a été utilisé, il sait que la mesure a été faite de la même façon. Donc lui, ça va l'aider dans son choix et ça évitera peut-être dans ce marché qui parfois peut être un peu discordant et dans lequel on va attendre beaucoup de voix, là au moins, ça permettra que tout le monde puisse dire la même chose. Et chaque média, en tout cas, est en train de travailler sur son référentiel et c'est vraiment... Et en France, on est très en avance. Pardon. Oh non, mais est-ce qu'on a une date de rendu pour ce référentiel ? Ah oui. Alors on travaille dessus avec le SRI, qui a été à l'initiative du référentiel. Il faut quand même leur rendre ça. Et on espère pouvoir commencer. On a ouvert un groupe de travail depuis un mois. On a sollicité l'ensemble des acteurs, donc les calculateurs carbone, dont Scope 3 de Brian O'Kelly, qui est venu nous voir, avec qui on a beaucoup discuté. Et on espère pouvoir sortir quelque chose en septembre-octobre. C'est pas toujours évident, après je vous pose la question, c'est pas toujours évident de mobiliser des gens dans des groupes de travail. Là, vous sentez qu'il y a une appétence des gens du marché pour... Alors le groupe de travail, il réunit plutôt pour l'instant l'interprofession, on va dire, et les acteurs qui sont les acteurs, tous ceux qui font des calculettes carbone. Voilà, c'est surtout avec eux pour l'instant qu'on travaille. Ouais. Pierre, vous vouliez rebondir ? Oui, absolument, parce que moi j'ai un appel à donner justement aux annonceurs. Parce que c'est vrai qu'on arrive à mobiliser quand même beaucoup les annonceurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans les groupes de travail, on arrive à faire des choses. On a lancé nous chez Dentsu le club Dentsu Switch avec 15 de nos clients, avec des actions très concrètes justement pour mesurer et surtout réduire concrètement l'empreinte carbone, donc c'est très concret. Donc les annonceurs répondent à ça et franchement super adhésion. En revanche, dans les appels d'offres, on continue d'être choisi en tant qu'agence média, notamment sur des critères purement de productivité média qui ne tiennent aucun compte de cette réalité. Et c'est vrai que je le vis moi tous les jours avec les pitchs que l'on a en cours encore aujourd'hui. C'est vrai qu'une bonne partie de la note qu'on a dans les pitchs ne dépendent que de prix affichés au moins 10 ans avec des plans de productivité sur plusieurs années qui, d'une part, en France, sont assez peu légales, mais surtout ne tiennent jamais compte de ces éléments de réduction du carbone. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Est-ce que c'est faisable dans la réalité ? Le marché il est tellement changeant. Est-ce qu'une agence, quand elle les pitch, elle peut dire mon empreinte carbone, elle sera de temps ?
Elle peut en tout cas donner l'ensemble des moyens, des technologies, même des outils de media planning nouvelle génération qui permettent de tenir compte de cette réalité et de proposer à ses clients des solutions vraiment innovantes. Après, il faut que les clients acceptent aussi à un certain moment, les annonceurs, de sortir des KPI qui datent du XXe siècle et qu'on a encore aujourd'hui. C'est la triste réalité de ce marché et je peux compter sur les doigts d'une main les pitchs qu'on a réussi à sortir en France de cette logique-là. Donc il y a beaucoup, on va dire, de volonté, on le sent, mais maintenant il faut le traduire par des actes concrets. Peut-être qu'il faudrait que le directeur du RSE rédige les pitchs avec l'ensemble. Plutôt que le directeur des achats. Non, mais c'est vrai, un point qui est hyper important, en tout cas sur cet environnement tech que je connais un petit peu bien. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a l'impression d'avoir enfanté d'une bête devenue complètement incontrôlable. Je pense qu'effectivement, la tech, par définition, est une industrie excessivement gourmande en CPU, en électricité, dans tous ces éléments qui sont aujourd'hui pointés du doigt à très juste titre. Je pense qu'on peut véritablement, en cette année-là, 2022, arriver à un vrai choc de simplification. On a un besoin absolu d'une rationalisation de cette chaîne. On a commencé à pointer ça en travaillant sur la transparence, sur l'allocation, quand un annonceur dépense X, combien va toucher l'éditeur. Et je pense qu'on peut faire des parallèles justement avec cette réflexion aujourd'hui autour de l'empreinte carbone pour dire que dans cette chaîne alimentaire du programmatique et dans cette chaîne alimentaire de la publicité, il y a bien évidemment beaucoup d'acteurs. Il y a des utiles et des moins utiles. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais je pense qu'on a créé quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup, beaucoup trop compliqué, parce qu'on est rentré dans des mécaniques de monétisation beaucoup plus complexes technologiquement parlant qu'avant, mais qu'on pourrait très grandement les simplifier. Et ça, je fais un appel moi aussi, pour reprendre ce que vient de faire Pierre, à travailler sur ce choc de simplification. On parle aujourd'hui de SPO et de DPO côté supply et côté demand. C'est un premier pas dans ce sens-là. Mais voilà, surtout dans des environnements un petit peu compliqués économiquement parlant, comme tu en as parlé tout à l'heure, on voit apparaître de temps en temps des acteurs, on ne sait pas trop la valeur ajoutée, on ne sait pas trop qui fait quoi, etc. J'aimerais véritablement qu'on travaille tous ensemble. On va parler de collaboration peut-être un petit peu plus tard, avoir véritablement une grille de lecture plus simple. Sinon, on ne va jamais y arriver et on va continuer à se battre contre des moulins. Vous avez mentionné le SPO. Renault, justement, teste justement l'achat via un DSP The Trade Desk en direct vers les éditeurs. Donc on supprime les intermédiaires, on diminue l'impact carbone. Oui, exactement. En fait, on a mené ce projet en partenariat avec The Trade Desk, avec Upvisor, qui a été une des toutes premières technologies à mettre en place ce type d'intégration, avec des résultats qui en fait dépassaient toutes nos espérances. Et je reviens sur ce que disait Julien à juste titre. Moi, je peux en témoigner parce que c'est ce qu'on a vécu au sein du groupe Renault, notamment dans le cadre de ce projet. En fait, il y a un argument économique très important, bien sûr. On va optimiser notre supply, on va essayer d'aller limiter les coûts technologiques, optimiser notre working media. Mais il y a également un corollaire qui est, en limitant les intermédiaires, on limite également notre empreinte carbone. Et ça, aujourd'hui, ça devient un vrai argument. Moi, j'en témoigne que ça faisait partie de mon pitch en interne. Il y avait un aspect, bien sûr, financier, mais également environnemental. Ça, je pense que c'est un vrai changement. Et pour terminer sur ce sujet, SPO, bien sûr, mais également empreinte carbone, impact environnemental, conscience environnementale. Je pense qu'il y a aussi un vrai moteur chez les annonceurs qui commence d'abord par les gens qui y travaillent. Et moi, j'en témoigne aussi dans mon équipe. J'ai des gens qui sont vraiment convaincus de l'importance de ce sujet et qui aujourd'hui, à leur niveau, dans le média, s'en saisissent et essaient de soutenir les initiatives. On parlait de Scope 3 tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré déjà beaucoup de gens qui m'ont parlé de ce projet. Alors bien sûr, Brian O'Kelly qui est derrière aide, mais je pense que c'est révélateur du changement d'état d'esprit des annonceurs, des technos. Vous avez rencontré son associé hier, c'est ça ? Oui, j'ai eu le plaisir de dîner avec Anne, qui est en charge du produit chez Scope 3, et moi je partage cet enthousiasme. C'est un très beau projet, et on parlait référentiel, on parlait outils. Je pense que c'est aussi la clé pour les annonceurs, pour pouvoir ensuite intégrer ça dans leurs arbitrages, notamment financiers, sur le choix de leurs partenaires également. Il y a d'un côté les intentions, de l'autre la réalité. Pierre, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est faisable aujourd'hui de mesurer l'empreinte carbone d'un secteur qui, certes, a fait le pas vers la transparence, mais qui reste opaque, notamment parce qu'il y a un acteur, Google, qui est un peu black box et qui est au milieu de tout ça. Donc tant que Google ne sera pas moteur là-dessus, est-ce qu'on peut vraiment arriver à mesurer correctement En tout cas, les technologies se développent, les méthodes se développent, donc on peut au moins estimer des choses, même si ce n'est pas dans une précision absolue. Mais moi, je crois beaucoup à la logique du faire. C'est-à-dire qu'il y a des moyens aujourd'hui d'agir très concrètement. C'est pour ça que moi, c'est pas que je me méfie toujours des systèmes de mesure. Mesurer, c'est bien, mais prendre des mesures, c'est mieux. C'est-à-dire que moi, je préfère être dans des actions extrêmement concrètes. On a fait chez Dentsu, par exemple, je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant.
pour Air France Flying Blue, hein, qui inonde quand même l'ensemble de ces gentils membres de mail, on a développé une technologie, par exemple, d'autodestruction des mails pour éviter tout phénomène de stockage abusif. Ouais. Ça paraît petit, à l'échelle de milliards de mails et à l'échelle de la planète, c'est quand même assez gros. Bon, ben voilà, ça c'est purement de la technologie et c'est purement quelque chose qui est d'une action. On a estimé la réduction de carbone que ça pouvait amener. Mais à la limite, que la mesure soit parfaite ou pas, c'est pas le sujet, c'est qu'on a fait quelque chose de très concret et qui fait du bien à la planète. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire collectivement. Il y a GroupM qui a annoncé hier qu'ils allaient prendre en compte la mesure carbone dans la ventilation de leur budget média. Vous pensez que c'est quelque chose de faisable aujourd'hui ou c'est un peu un coup de com'? Non, tout à fait. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que toutes les agences de l'UDECAM aujourd'hui sont sur ces logiques-là. Alors après, chacun a sa méthode et un peu ses différents KPI, mais il n'empêche quand même que cette volonté existe et que dans le média planning d'aujourd'hui, il est clair que cette mesure et la réduction donc, de cette empreinte est au cœur de l'ensemble des stratégies. Et c'est pour ça d'ailleurs que, encore une fois, je milite pour que les annonceurs le prennent en compte directement dans les appels d'offres et avoir une répartition un peu différente de la vision de leurs investissements budgétaires. Prochain appel d'offres Renault, du coup, la mesure carbone au programme. Assurément. Attention. L'autre sujet, c'est peut-être Netflix, qui est un peu le nouvel arrivant. Donc, ils ont annoncé l'arrivée de la pub dans leur catalogue d'ici 2023 pour notamment alléger la facture auprès du consommateur. Il y a Ted Sarandos qui va faire un talk jeudi. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'arrivée de cet acteur sur ce marché? Xavier, par exemple, est-ce que pour vous, l'arrivée de l'inventaire pub de Netflix, ça peut être une bonne nouvelle? Vous êtes un gros annonceur CTV chez Renault. Oui, je pense que effectivement il y a cette tendance de fond avec un essor très fort, très net de la CTV. Et je pense que tout le marché a aussi beaucoup parlé de cette arrivée de Netflix, de l'ouverture à la publicité de Netflix. Moi, je le vois bien sûr comme un signal très positif. Et je pense que ça va ouvrir la voie à d'autres acteurs, là aussi très importants. Et bien sûr, ça va continuer à contribuer à cet essor de la CTV. Donc, en tant qu'annonceur, je pense que bien sûr, Netflix, comme d'autres, a des contenus très qualitatifs qui peuvent être bien sûr pertinents avec la communication, avec l'image premium qu'on essaie d'avoir pour nos marques. Et donc, on attend de voir comment ça va se passer, sous quelles conditions, avec quels partenaires. Oui, moi j'y vois un gros intérêt aussi au moment de la fusion TF1-M6 notamment, où on a quand même la création potentielle d'un quasi-monopole sur le marché français, et bien de pouvoir avoir plus d'offres publicitaires potentielles en télévision sur un marché qui est inflationniste et sur un marché où l'offre se raréfie, puisque non seulement on a cette fusion, mais en plus on a une baisse de ce qu'on appelle la DEI, donc la durée d'écoute de la télévision. Et donc il y a un effet ciseau qui est terrible pour les annonceurs, et je trouve que ça peut permettre de détendre le marché, d'avoir une offre vidéo plus importante. Et pour terminer, je dirais que c'est aussi important pour la démocratie, parce que depuis à peu près l'époque romaine, il n'y a que deux façons dans l'histoire du monde de financer les médias. Soit ce sont les gouvernements, soit c'est la publicité. Sinon ça devient hors de prix et c'est extrêmement payant élitiste. quand même. Le modèle payant est un modèle très élitiste, puisqu'en gros, si vous prenez la presse, par exemple, et si vous supprimez la pub, l'abonnement ou le prix au titre va multiplier par 3 ou 4. C'est vrai. Et donc forcément, ça devient un phénomène élitiste. Donc pour la démocratie, pour notre modèle, la publicité, alors selon certains, est un mal nécessaire. Moi, je pense que c'est un bien nécessaire, mais en tout cas, c'est essentiel pour le fonctionnement de nos pays, de nos démocraties et de la pluralité des voix dont on a besoin. Et donc plus on a d'acteurs qui permettent justement d'annoncer, dans le respect évidemment de la vie privée, dans le respect du temps d'audience, on va dire, et du consommateur, eh bien, ce sera bien pour les annonceurs, et bien pour le marché, et bien pour le pays. Je ne peux que souscrire à ça. Je pense qu'on oublie beaucoup. Il y a beaucoup de publicité bashing, tout le temps, en permanence. On oublie de dire, alors je ne dis pas que la publicité est parfaite, mais je ne connais pas un seul secteur industriel qui ne soit pas parfait. On oublie beaucoup de dire que la publicité a aussi un côté positif, va permettre à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des accès à Netflix ou à autres, de pouvoir avoir accès à des contenus de qualité. Et ça, c'est quand même, je trouve, extrêmement important et une très très bonne nouvelle. Je souscris complètement au point de Pierre. C'est aussi le sens un peu du combat de l'IAB et toutes les assos de l'interprofession contre Apple. Là, récemment, on a vu une étude qui montrait que depuis que Apple du coup, a introduit ses restrictions sur l'IDFA, le nombre d'applications qui avaient switché vers un modèle payant avait explosé. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'enjeu de l'économie des médias. Voilà, la publicité, je souscris à ce que vient de dire Arthur. On est bien, on est tous d'accord, c'est vachement bien. C'est cool. On a un enjeu, on a une responsabilité d'amener une publicité qui soit responsable, qui soit acceptée. On essaye tous de le faire à notre niveau. Et effectivement, si ça permet de financer un accès à une information qui soit libre, qui soit de qualité, je pense qu'on aura tous fait notre boulot. Et effectivement, je suis
Je suis complètement partie prenante de cette tendance qui est de lutter contre le bashing publicitaire. L'exemple, alors je donne une micro-anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Ma fille est en 5e, on lui a appris en 5e qu'il faut dire non à tous les cookies. Ah ouais. Je m'hérisse le poil, je lui dis non, il ne faut pas arriver dans cette mécanique-là de dire par défaut c'est mal, la publicité est mal, les cookies sont mal. On a un travail d'éducation, il commence à tous les niveaux et je pense qu'on a un vrai enjeu de démocratie, de liberté, d'accès au contenu derrière tout ça. Alors ceci dit, il faut aussi qu'on soit responsable, tu l'as dit, Bien et sûr. c'est important de montrer qu'on se prend en main, alors la régulation c'est une chose, mais l'autorégulation c'est mieux. Nous, on milite quand même plutôt pour l'autorégulation et que voilà, on fait avancer les choses, que ce soit sur la transparence. Xavier est bien placé pour le savoir parce qu'il est dans notre groupe de travail sur les sujets de transparence, que ce soit sur les sujets d'environnement. Sur tous ces sujets-là, il faut qu'on montre qu'on est responsable et qu'on se prend en main et qu'on s'autorégule pour une publicité qui justement permette ces choses positives, donc l'accès à des contenus gratuits ou des services gratuits de qualité. On va rester sur la vidéo. Il y a une annonce qui fait pas mal parler à Cannes. C'est Google qui aurait proposé aux gendarmes anglais de la concurrence d'ouvrir l'accès de YouTube aux autres DSP, ce qui permettrait peut-être de rendre les autres DSP un peu plus attractifs, parce que c'est vrai que YouTube, c'est une grosse part des budgets médias. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Pierre, selon vous ? Bien sûr, c'est une super nouvelle. Maintenant, le diable est toujours dans les détails. Google a pour habitude d'arriver à jouer avec la législation de façon assez subtile. Mon avis, c'est qu'ils vont l'ouvrir, mais de façon probablement dégradée. Voilà, donc j'attends de voir. Moi, en tout cas, s'ils peuvent l'ouvrir et que l'on puisse y avoir accès avec toutes les fonctionnalités, on va dire qu'ils peuvent offrir, ce sera vraiment une excellente nouvelle. Et ça ira d'ailleurs dans le sens de la simplification pour gérer les campagnes, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment top. Et donc, tant mieux s'ils changent enfin un peu de vision et qu'on est un petit peu moins wall garden et qu'on peut, on va dire, avoir quelque chose de plus fluide, tant mieux. Voilà. Maintenant, à ce stade, ça reste une rumeur, elle n'est pas vraiment confirmée et on ne sait surtout pas exactement les modalités. Et encore une fois, voilà, le diable est dans les détails. Attendons de voir. Si c'est le cas, tant mieux. Je pense qu'effectivement, c'est une dépêche de presse, donc il faut s'en méfier. On attend les annonces officielles. Il faut se méfier les journalistes, ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais bon, je pense que, comme l'a dit Pierre, c'est quelles conditions, quels outils, quels accès, quel inventaire, surtout. Parce qu'il y a... Bon, voilà, on sait très bien que sur YouTube, il y a à boire et à manger. Hein, il y a plusieurs types d'inventaires. Donc pour le moment, il faut être très très pragmatique, très précautionneux. Le diable est dans les détails. Et puis si c'est ouvrir quelque chose pour refermer quelque chose de l'autre côté... Qu'est-ce qui pourrait refermer ? On peut toujours fermer encore plus de choses. Mais pour compléter sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a aussi un élément clé, c'est le rôle du régulateur. On le voit bien, enfin moi c'est mon sentiment, je pense que Google bouge sur ces sujets-là, et d'ailleurs il n'y a pas que Google, hein, mais les GAFAM bougent sur ces sujets-là parce que la pression s'accentue, parce que le législateur, le RGPD les pousse à évoluer, l'autorité de la concurrence, on l'a vu récemment, Meta, Criteo. Enfin, on aurait préféré effectivement que ça se fasse naturellement, que ces wall gardens même n'existent pas. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est ce qu'on vit tous, c'est ce qui nous a été imposé en quelque sorte, et en même temps, le régulateur joue enfin son rôle là-dessus. Surtout avec maintenant le vote d'EMA et DSA qui va permettre aux régulateurs européens d'avoir une action un peu plus importante sur ce qu'on appelle les gatekeepers. Donc en effet, l'Europe va jouer son rôle de régulateur de plus en plus et ça fait bouger en effet les grands monopoles à s'ouvrir un peu plus. Après, en effet, voilà, le diable est dans les détails, je suis tout à fait d'accord, mais nous, on peut que souscrire encore une fois à l'interopérabilité des solutions. Voilà, il y a un sujet d'arrêter le self-referencing et ouvrir toutes les solutions à tout le monde. Vous parlez de régulation, je pense à une actu que j'ai lue ce matin, c'est l'autorité de contrôle des données européenne qui vient de dire que le RGPD était beaucoup trop, l'application du RGPD était beaucoup trop souple avec les géants et beaucoup trop dure avec les petits. Est-ce que vous trouvez que depuis qu'on a le RGPD, finalement, c'est plutôt les petits acteurs de l'économie qui ont été pénalisés plus que les GAFA? Absolument. Là, encore une fois, je vais me mouiller, mais c'est la journée. Très clairement, je pense que le régulateur est bardé de très bonnes intentions, mais a pris des décisions aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, qui étaient quand même extrêmement contestables. Et force est de constater qu'à chaque fois qu'une nouvelle barrière a été mise en œuvre, les GAFA l'ont contournée allègrement, et effectivement, ce sont les petits qui payent. Donc, jusqu'à d'ailleurs la fameuse taxe qu'on appelait la taxe Google, qui a été répercutée totalement sur le prix des annonceurs, qui a foutu, c'est vrai, on va dire, une complexité pour les agences où nous on gérait la facturation. Je peux vous garantir que c'était un cauchemar. Ça crée des tensions entre agences et annonceurs. Donc, nous on a quand même payé ça sévère, on l'a double payé.
Et donc finalement, c'est ça qui est terrible, c'est que on prend une décision qui, à mon avis, n'est pas suffisamment réfléchie, j'ose le dire, parce que faite probablement par des gens qui ne sont pas suffisamment sur le terrain ou pas suffisamment experts de la matière, et systématiquement, les GAFA arrivent à finalement utiliser même la loi à leur bénéfice. Donc je pense qu'il est temps de mettre un vrai coup de pied dans cette fourmilière, d'avoir vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent, et de prendre enfin des bonnes décisions pour réguler, parce que je suis d'accord que le marché doit être régulé, mais le track record de la régulation, notamment européenne aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement, extrêmement efficace. Oui, mais je pense que ça change. Je pense qu'il y a une prise de conscience. En fait, je pense qu'il y a aussi une acculturation qui s'est faite depuis toutes ces années, donc il y a une expertise quand même. Et puis surtout, il y a un enjeu, il y a aussi une prise de conscience, j'allais dire, du secteur, hein, qui a bien compris qu'il ne devait plus être en réactivité, mais qui doit être en proactivité par rapport aux législateurs. Et donc, faire la promotion de l'industrie, c'est aussi être en contact avec le législateur le plus souvent possible, le plus en amont possible, le tenir au courant de ce qui se passe. Il y a un sujet dont on ne parle pas là aujourd'hui, mais il y a quand même le sujet Private Sandbox qui va arriver. Bon, voilà, aujourd'hui, on travaille avec le régulateur sur ces sujets-là, parce que voilà, il faut être en amont et plus en réactivité. On a été trop longtemps en réactivité à attendre que les choses se fassent, là où peut-être par aussi leurs moyens, leurs ressources, et GAFAM avaient la possibilité d'être plutôt en amont et plutôt de pouvoir discuter avec les différents législateurs. Nous, il faut qu'on se prenne en main et qu'on le fasse aussi, et de plus en plus. Alors 2 points pour compléter ce que Pierre et Arthur viennent de dire. Moi, je pense que il y a quand même en ce moment un petit séisme dont, en tout cas, on parle assez peu là en ce moment, mais la CNIL en France a pris des positions quand même très fermes vis-à-vis de Google Analytics, invalidant quasiment l'utilisation de Google Analytics en France. Pour nous, évidemment, qui utilisons la solution depuis très longtemps, qui l'avons implémentée sur l'ensemble de nos sites, c'est quand même un bouleversement assez notable, une vraie source d'inquiétude, de préoccupation. Et en même temps, je trouve que c'est quand même révélateur du fait que la CNIL a pris des positions quand même vis-à-vis d'un grand acteur, en l'occurrence Google, très dur. Et là, il ne s'agit pas d'un petit acteur, il s'agit quand même de Google et d'une principale technologie de Google. Et le deuxième point, en fait, ce que je constate par ailleurs, c'est que j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes de la CNIL et j'ai eu face à moi des interlocuteurs qui étaient vraiment en maîtrise des sujets techniques. On a passé en revue avec la CNIL l'intégralité de notre infrastructure technique d'implémentation de Google Analytics. J'ai parlé avec des gens, j'en témoigne, qui étaient tout à fait en maîtrise du sujet, notamment sur les aspects techniques. Donc, en tout cas, ce constat vaut pour la CNIL, pour la France, mais je pense que c'est quand même aussi un contre-exemple sur le fait que non, l'autorité de régulation ne s'attaque pas que aux petits acteurs. Oui, mais justement, pour rebondir là-dessus, alors c'est vrai que leur niveau a vraiment évolué. On a des gens qui savent de quoi ils parlent, ça je l'entends aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc tant mieux. Ceci étant, les décisions qui sont prises, à mon sens, sont des décisions politiques, purement politiques. Et malheureusement, la vraie réponse à Google Analytics, parce que l'interdire c'est bien, sauf qu'il n'y a aucune alternative européenne. Donc il aurait été peut-être subtil. Il aurait été peut-être subtil de dire je mets un peu de moyens, et peut-être les moyens que je mets à tenter de réguler et à passer des heures et des heures de palabres et de décisions politiques, à mettre des moyens très concrets pour faire émerger un acteur européen fort avec des vraies alternatives. Et là, les acteurs européens aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont nulle part. Quand même. Mais Internet a été racheté d'ailleurs par une boîte américaine, ce qui est assez drôle, puisque justement, c'est le parfait exemple. Dès qu'un acteur commence à grandir suffisamment, il est racheté par un Américain, ce qui pose des problèmes avec la législation américaine, justement, qui est à l'origine des problématiques de RGPD, et donc on retombe dans le même problème. Donc à quel moment l'Europe va devenir l'Europe ? À quel moment on va prendre notre destin en main ? À quel moment tout le monde parle de souveraineté, mais ne la fait jamais ? C'est la question que je pose, et c'est vrai que c'est mes convictions, mon expérience. Un dernier mot, mais je pense que c'est un élément essentiel. Il faut qu'on finance ça d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, on est tout à fait d'accord, mais je crois que tu me demandais l'impact du RGPD. Je pense que pendant 8 ans, 9 ans, en effet, on a travaillé pour essayer de répondre au RGPD et pas à construire un champion européen de la donnée. Ouais. C'est le problème. C'est déjà le terme de cette émission, messieurs. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. Merci aux téléspectateurs qui nous ont regardé tout le temps de cette émission. Je vous propose de nous retrouver d'ici un petit mois pour une nouvelle émission de First View. Et promis, on sera au sec. Merci.